Sur Voleuse, quand je me suis fait casser le nez, c'est tout un film qui s'arrête, c'est beaucoup d'argent, c'est... Je crois que vous avez cassé le nez de quelqu'un aussi sur La Rafle. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, le karma. Mais j'ai pas fait exprès. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, il y avait un casque comme ça, un peu... il y avait un casque d'époque, et en me débattant dans une scène, il y avait mon pied qui a collé sur le casque, et juste à la fissurer, il a pissé le sang, et du coup, il a plus tourné. Merde. Ouais. Cut. 10 ans après, je me suis pris une mauvaise cascade. Karma. Ouais. Comment ça s'est passé? On répétait une scène, on était très fatigués, justement, c'était la fin du tournage de Voleuse, on était dans une pièce assez exiguë, et avec mon partenaire, on répétait la cascade, une scène d'action. Et en fait, souvent c'est dur un peu les scènes de bagarre, parce que forcément tu te places, etc., c'est technique, il y a de la sécurité. Et je lui dis, attends, vas-y, vite fait, avant qu'on tourne, viens, on la refait une dernière fois, on répète. Et il me dit, vas-y, grave, je dis, vas-y, go. Et j'oublie complètement que le premier pas, c'est une énorme droite, et j'oublie. Et du coup, il me la met. Et en fait, je tombe, et tout le monde pense qu'on est en train de répéter. Et après, il y a du sang, donc ils comprennent qu'on répétait pas. Et Atal Prod qui arrive, qui fait « Je suis désolé, c'est pour le sinistre du tournage », et qui te prend en photo comme ça. Bonjour Adèle Exarchopoulos. Bonjour. Vous jouez dans Planète B, réalisé par Audley Rapin. Vous jouez une militante écolo. Là, on se trouve dans une chambre que je qualifierais de très moche, parce qu'on est dans un junket. Un junket, c'est les journalistes qui se succèdent, qui vous posent tout un tas de questions. C'est la fin du junket. Ouais. Je pense que vous êtes un peu fatigué. C'est dangereux. Ouais. Exactement. Mais on va parler de votre métier d'actrice, et quelque part, ça fait partie de votre métier d'actrice, j'imagine. Complètement. Ça fait partie du jeu. Comment ça s'est passé, les journalistes? Est-ce que vous êtes pris la tête avec un journaliste? Est-ce que ça s'est... Je me suis jamais pris la tête avec un journaliste. Après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai beaucoup découvert la presse et ses méandres avec la vie d'Adèle. Donc, j'ai un peu tout appris en même temps. C'est-à-dire que j'ai appris que dans la vie, en tout cas médiatiquement, publiquement, la forme compte autant, voire plus que le fond. Qu'un micro est jamais off, qu'il ne faut pas trop faire confiance, que parfois tu dis des choses, mais qu'en fait, peut-être qu'un an après, tu ne les penseras pas. Ouais. Donc, j'ai appris que c'était un jeu. En fait, ça vous a causé du tort, ça? Du tort, non. J'ai eu des polémiques. Après, on va pas se mentir, une polémique, tu t'en remets, en fait. Quand d'un coup, il n'y a pas ton intégrité qui est remis en question, ça va. Mais pour moi, c'est un jeu. Après, pour être super sincère avec vous, je suis beaucoup plus honnête sur un plateau de cinéma que je le serais jamais en interview. Dans le sens où dans les interviews, il y a toujours aussi une part de fantasme, en fait. C'est... comment dire? Qu'est-ce que les gens veulent savoir, ce que tu penses, comment tu vis, etc. Et quand tu grandis, en tout cas, et que tu commences le métier jeune, c'est ça qui est un peu dangereux, c'est que tu as envie de dire, mais des fois, je change d'avis, des fois, Donc j'ai un peu appris tout ça avec le Cannes de la vie d'Adèle, quoi. Je préparais cette interview là, je me suis dit tiens, on va parler du métier d'actrice avec Adèle Exarchopoulos, et je suis tombé sur internet sur une vidéo de Niels Arestrup, qui vient de mourir, et qui est un comédien de génie. A priori, pas un mec forcément commode, mais il était en interview avec Catherine Sellac. Un défaut indispensable selon vous pour être un comédien? L'instabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, parce qu'en même temps, je croise des gens hyper sains qui sont d'immenses acteurs ou de très grandes réalisatrices, réalisateurs. Je sais pas s'il faut forcément être névrosé. Bah ouais, c'est ma question que je me posais. Est-ce qu'il faut souffrir même pour... Est-ce que c'est... Je pense pas. Ouais. Je pense pas. Moi, je sais que... Franchement, pas forcément. Je pense à des scènes récemment dans L'Amour ouf, par exemple, où il y avait des scènes de larmes, où il y avait des scènes de chagrin, et... En fait, 5 minutes avant, c'était un plateau qui est rempli de bonheur. Donc, je pense quand tu es comédien, il y a quelque chose où tu fouilles en toi pour trouver l'instinct de ton personnage, la moralité de ton personnage. Mais je pense que, moi, en tout cas, personnellement, plus je le fais accompagné de gens gentils et empathiques, plus j'ai envie de donner à mon personnage, et plus justement, je me sens... En fait, moi, quand j'estime les gens, j'ai beaucoup envie de leur donner. Donc, plus j'estime mon personnage et plus j'estime l'équipe du film que j'ai autour de moi, plus je vais me mettre la pression, même. Donc, je pense que tu peux... C'est un peu un fantasme aussi, ça, de se dire, tiens, il faut souffrir pour que la scène soit bonne, il faut que le tournage soit horrible pour que le film soit intense et un succès. Alors, il y a des exemples comme ça, bien sûr, où il y a eu cet alignement-là, mais il y a aussi plein d'autres contre-exemples où... J'avoue que je suis plus partisane. Ces derniers temps, je travaille avec Alain Chabat. Ouais, ça a besoin de ça, en fait. Apparemment, c'est un peu le GOAT pour vous, quoi. 100%. Ouais. Et en quoi il est fort? En
quoi c'est le GOAT, quoi? En fait, il y a des gens, leur cœur, il est écrit sur leur tête et c'est le GOAT dans son originalité, dans sa gentillesse, dans sa manière de penser, dans sa vision du monde, dans son comportement en fait. Je pense que ce qui te rend un GOAT, c'est comment tu te comportes avec les gens. Ouais. Vous disiez tout à l'heure qu'en fait vous étiez plus quelque part vous-même sur un plateau de cinéma, avec la caméra, que en interview, tout ça. Moi je me suis toujours demandé, parce que des fois on rencontre les acteurs, à l'écran ils ont l'air super sympas, puis quand on la rencontre en vrai, des fois, Bien sûr, des monstres. Ouais. Alors je vais pas dire de nom, hein. Mais ça. Je les connais. Mais donc Alain Chabat, j'imagine, si je vous écoute, qu'en fait il a l'air hyper sympa, et il est hyper sympa, quoi. Il l'est, 100%, c'est un sucre. Et vous, ça vous est arrivé de vous retrouver sur un tournage? Ouais. Bien sûr. Comment on fait? En fait, c'est là où on se rend compte que c'est du jeu. Moi, ça m'arrivait de devoir jouer des sentiments avec quelqu'un où j'avais beaucoup de mal, par exemple, à l'estimer ou à estimer sa morale. Et en fait, c'est d'un coup, tu te dis, waouh. Et je me rappelle, on m'avait dit, mais tu sais, sur Grise, ils se détestaient. Ah ouais? Et j'avais dit, waouh, bon. Incroyable. Et en fait, d'un coup, ça devient purement le ludique du jeu, c'est-à-dire dans ton imaginaire. Et moi, j'aime bien faire ça quand je m'ennuie ou justement quand quelqu'un me branche pas forcément humainement. Me dire, allez Adèle, trouve-lui une qualité physique, mentale. Il y en a toujours chez quelqu'un, il y a forcément un soupçon de lumière. Et du coup, c'est un jeu cérébral ou c'est un escape game où tu te dis, tiens, il va falloir que je crée. Mon personnage, il a des sentiments pour cette personne, pour son personnage. Et d'un coup, tu rentres dans quelque chose de très ludique, comme les jeux quand tu étais petit, en fait. Quand il y a un gros plan là, sur vous, il y a l'acteur qui est face à vous. Est-ce que c'est toujours l'acteur ou est-ce que parfois il n'est pas là et en fait... par exemple, les qu'est-ce qui se passe hors du cadre? Des fois, il y a une croix. Quand par exemple, c'est galère de mettre un acteur de par l'environnement ou parce qu'il est en train de jouer autre chose ou juste en fait purement technique. Des fois, tu regardes une croix, ça c'est dur. Ouais. Quand c'est un enfant qui a forcément des normes de travail où il peut pas dépasser des fois, tu joues avec une peluche. Ah vraiment? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Sur quel film? Sur Revenir. Ok. Mais pareil, en fait, c'est du jeu. D'un coup, tu te dis, ok, qu'est-ce qui m'a donné à la prise d'avant? Puis tu as des acteurs qui te donnent tout quand la caméra elle est sur eux et quand ça change de caméra, ça donne moins. Donc... Mais ça qui est beau, en fait, c'est qu'un acteur, ce métier de jeu, faut être disponible au présent. C'est comme l'injustice des castings. Des fois, tu arrives à un casting, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des scènes, souvent on te demande de tout mettre dans ton casting, donc c'est des scènes d'émotion. Et tu es dans les escaliers, tu le répètes, tu es en larmes, et tu arrives devant la personne et tu es sèche. Il n'y a rien qui sort. Et en fait, c'est la cruauté du moment présent, en fait. De se dire, est-ce que je vais être disponible émotionnellement? Et tout le plateau attend ça de moi. C'est comme quand, dans le jour à jour, tu sais, dans les scènes où tu arrives le matin, il y a écrit un résumé des scènes condensées que tu vas faire. Donc, je dis n'importe quoi, Salia craque, un tel s'effondre, machin se fait quitter, truc, un accident. Et tu sais, t'attends ce moment, tu te dis, waouh, tout le monde attend que je pleure, tout le monde attend. Ah ouais. Et en fait, plus t'en fais une pression, plus c'est difficile à vivre, alors que c'est un peu comme dans la vie. Et souvent, les moments où tu pleures en public, c'était des moments où vraiment t'avais pas prévu ça, parce que personne n'a envie que ça arrive, quoi. Ouais, on se rend pas compte, mais effectivement, quand vous jouez une scène, il y a plein de gens autour, quoi, sur le tournage. Partout, ouais. Comment on fait pour faire abstraction de ça? T'es obligé, je sais pas comment expliquer. Ah, ça a l'air simple, mais moi je trouve ça hyper dur, quoi. Ouais, puis t'as un mec qui perche, des fois il a envie de pousser, tu connais les gens, tu croises un regard, des fois ça peut te soutenir, des fois ça peut te déstabiliser. Il y avait une fameuse vidéo avec Christian Bale, je crois qu'il pétait les plombs parce qu'il voyait en fait sur le tournage un mec qui faisait un truc dans le fond et il disait c'est pas possible. Ouais, pour se concentrer. Ouais. Ouais, mais c'est le jeu en même temps, hein. C'est très rare d'être seul avec une caméra. Bah ouais. À part les scènes d'intimité où forcément tu essayes d'estomper au max le nombre de gens sur le plateau, t'as toujours des gens autour. Mais bon, tant mieux, c'est ça qui est beau, c'est qu'un film c'est collectif en fait. Si d'un coup ta respiration c'est pas la même que celle que t'as pu donner sur une scène d'émotion et que tu dois la refabriquer, des fois c'est dommage. Donc tout le monde compte, je trouve, sur un plateau. Est-ce qu'il y a des techniques? Là maintenant vous avez l'expérience, quoi. Est-ce que vous avez appris des trucs pour être une meilleure actrice? Travailler. Franchement, c'est nul ce que je dis, mais. Non, mais si, parce que ça, tous les acteurs disent travailler. Alors, moi, ça veut dire quoi travailler quand on est acteur, en fait? Moi, quand j'ai eu la Palme d'Or, Christopher Waltz, il m'avait dit juste cette phrase. Il m'avait dit bravo pour le film et tout. Et je lui ai dit, ouais, toi, tu penses quoi et tout? Tu pourrais me donner un conseil? Et il m'a dit, travaille. Et je me disais, mais travaille comment? Chaque rôle est différent. T'as l'impression de remettre ton titre en jeu. Ah ouais. C'est pas le même instinct, c'est pas la même morale, c'est pas la même méthode. Je pense que déjà, il faut construire l'instinct et le sens de ton personnage, c'est-à-dire
d'où il vient, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il écoute comme musique, est-ce qu'il a des allergies. Enfin, tu sais, des fois, ça peut être des détails très drôles. En fait, c'est comme dans la vie. Des fois, là, tu vas être en interview, mais tu vas te dire, ouah, j'espère que j'ai éteint le four. Ou purée, j'ai pas répondu au texto de ma meuf. Enfin, tu vois, la vie, elle est faite de toutes ces mini détails que tu n'oses même pas t'avouer ou que tu peux pas forcément partager ou de. Ça se passe dans la prépa ou sur le moment? Non, je pense que c'est interne pour que justement sur le moment tu penses à rien d'autre qu'à la situation. Ou des fois, moi quand je bloque dans une scène et que justement je suis trop premier degré ou que je pense trop à l'enjeu de la scène, qu'est-ce qui se passe à la situation, bah je me dis justement ça, pense à autre chose. Pense à t'as trop mal à la tête et t'as pas de Doliprane sur toi, ou t'as trop envie de faire pipi, ou t'as des choses que peut traverser potentiellement ton personnage. Et je me rappelle de scènes, mais c'était sur un court-métrage que j'avais fait il y a longtemps et je m'étais dit, waouh, ça arrive, où c'était pas prévu d'être ému par exemple, et que d'un coup je me suis retrouvé à être ultra ému. Ou par exemple dans Rien à foutre, il y a une scène où on est à la casse, où il y a la voiture de l'accident de ma mère. Et en fait, j'étais hyper gêné pendant la scène, et j'ai ri, et ça coupe, et je dis au réal, putain, pardon et tout, vas-y, on la refait. Elle me dit, non, mais c'est très bien. En fait, ça arrive dans la vie. On a tous ri à un enterrement. On a tous ri à un moment où il fallait pas rire dans nos vies. On a tous été petits, on a tous été... Ouais. Et en fait, c'est ça aussi un bon capitaine. C'est qui va s'en servir pour voir justement que l'humanité, elle est plus complexe que la situation est triste, on va tous être tristes. Alors justement, le capitaine, c'est le réal, oui. Réalisateur ou réalisatrice. Là, en l'occurrence, c'est une réalisatrice pour Planète B, Léa Rapin. Mais concrètement, vous attendez quoi d'un réalisateur? Déjà, moi, je trouve que le nerf d'un bon film, c'est un scénario. C'est un bon scénario. C'est des bons dialogues, c'est la banalité d'un bon dialogue, c'est des personnages qui ne parlent pas de la même manière, c'est un des organes les plus essentiels pour moi, le scénario. Et après, moi je trouve qu'un bon capitaine, c'est quelqu'un qui rassemble, qui fait se sentir, par exemple, je trouve que les grands réalisateurs, souvent, ils dirigent tous les figurants. C'est pas toi tu marches dans le fond. Non, tu veux que ta scène elle existe, bah des fois dans le fond il y a quelqu'un qui se gratte, des fois il y a quelqu'un qui est au téléphone, des fois. C'est marrant parce que j'en ai parlé avec Guillaume Canet qui me disait que dans son film aux États-Unis en fait, il s'était pris une amende parce qu'il avait discuté avec un figurant et qu'aux États-Unis ça se passe pas comme ça, c'est très et qu'en fait le réal peut pas parler au milieu. Donc bon. Des vrais fous quand même. Keshish sur la vie d'Adèle par exemple à la fin, je savais ce qu'il attendait de moi, mais parce qu'on s'est connus pendant 6 mois, on a énormément travaillé ensemble. Mais il pouvait taper dans ses mains, j'allais fondre en larmes. Et pas parce qu'il me terrorisait, parce qu'il y avait quelque chose c'est une connexion, on avait passé tellement de temps ensemble, je savais ce qu'il attendait dans cette scène, on en avait parlé avant, on avait marché toute la nuit, on s'était raconté l'histoire des personnages, on avait... je pense qu'il t'aide à fouiller en toi en fait, c'est un accompagnateur, c'est un travail d'équipe, il n'y a pas de hiérarchie je trouve sur un bon plateau. Ah oui? Non. Parce que j'ai le sentiment que la hiérarchie elle existe de fait, c'est-à-dire qu'il y a les stars, et puis il y a les second rôles, et puis les figurants quoi. Ouais mais c'est ce que je te disais, moi je trouve qu'un grand directeur d'acteur c'est quelqu'un qui va te diriger toi le rôle principal, pareil que le figurant à côté. Ouais. Question bête, j'en ai d'autres, hein, mais première question bête, ça vous arrive de vous lever, vous êtes crevé en fait? Moi quand je vais au boulot des fois je suis de mauvaise humeur parce que j'ai mal dormi. Bah oui, comme tout le monde. Comment on fait? Parce que là, il y a une caméra sur vous qui filme les choses pour l'éternité. Bah, t'es trop content d'arriver au maquillage et de dire « Waouh, j'ai la flemme !» Et puis après, tu te dis « Attends, j'ai trop de chance en vrai d'être là. » Et bah, t'as le maquillage. Hein. Ouais. Ouais. Oui, après, il y a très peu de raisons. Tu sais, on appartient tellement, on est tellement au service du film qu'il y a des choses que t'as pas le droit de faire pendant un tournage. De la moto, du ski, des choses où tu peux te blesser. Ah oui, c'est dans le contrat, j'imagine. Ah ouais. Moi, genre quoi? Bah ça, par exemple, du ski, de la moto, des choses à risque. Mais parce que d'un coup, tout s'annule et c'est un sinistre. Sur Voleuse, quand je me suis fait casser le nez, c'est tout un film qui s'arrête, c'est beaucoup d'argent. Je crois que vous avez cassé le nez de quelqu'un aussi sur La Rafle. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, le karma. Mais j'ai pas fait exprès. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, il y avait un casque comme ça, un peu... il y avait un casque d'époque et en me débattant dans une scène, il y avait mon pied qui a collé sur le casque et juste à la fissurer, il a pissé le sang et du coup, il a plus tourné. Merde. Ouais. Cut, 10 ans après, je me suis pris une mauvaise karma. Ouais. Comment ça s'est passé? On répétait une scène, on était très fatigués, justement, c'était la fin du tournage de Voleuse, on était dans une pièce assez exiguë. Et avec mon partenaire, on répétait la cascade, une scène d'action.
Et en fait, souvent, c'est dur un peu les scènes de bagarre parce que forcément, tu te places, etc. C'est technique, il y a de la sécurité. Et je lui dis, attends, vas-y, vite fait, avant qu'on tourne, viens, on la refait une dernière fois, on répète. Et il me dit, vas-y, grave. Je dis, vas-y, go. Et j'oublie complètement que le premier pas, c'est une énorme droite. Et j'oublie. Et du coup, il me la met. Et en fait, je tombe. Et tout le monde pense qu'on est en train de répéter. Et après, il y a du sang, donc ils comprennent qu'on ne répétait pas. Et t'as le prod qui arrive, qui fait « Je suis désolé, c'est pour le sinistre du tournage ». Et qui te prend en photo comme ça. Ah ouais. Et rien, après, tu vas à l'hôpital et voilà, plâtre, opération. Ouais, on en rigole, mais sur le moment, j'imagine que c'est pas marrant. Ouais. C'était marrant parce qu'il y avait Félix Moati qui est un peu, pas hypocondriaque, mais qui me disait « Ça va aller, Adèle, ils vont venir, ils vont te le replacer ». Je lui disais « Mais quoi, ils vont me le replacer ?» Ça fait mal le nez quand même. Ouais. Ouais, le nez, ça fait mal. C'est quoi le truc le plus dingue que vous avez vu sur un tournage? Que j'ai vu? Ouais, ou que c'est passé, un truc qui vous a... Humainement, ça réveille des gens quand même. T'as des tournages où tu te dis, waouh, mais est-ce qu'il y a des gens qui font ça dans leur bureau? Plus dingue que j'ai vu sur un tournage. Mais tout est dingue sur un tournage. T'arrives, t'as une fausse déco, t'es dans la fausse intimité de quelqu'un. Je sais pas, il y a un truc un peu magique, je trouve, sur chaque tournage. Je pense à Sibylle, on était à Stromboli, je pense à quand j'étais avec Sean Penn et que d'un coup t'arrives et qu'il y a une étendue de faux camps de réfugiés en Afrique du Sud. Je pense à la RAF, on a tourné dans des anciens camps. Je pense à... T'as quelque chose où t'as... je sais pas, t'as un écho avec le réel qui est toujours un peu vertigineux et qui est assez magique. Et des fois, tu as des trucs complètement fabriqués. Ouais, c'est magique, mais il y a un côté aussi, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que ça infantilise un peu aussi les acteurs. On a l'impression que c'est surtout, alors ça va, machin. Est-ce qu'il n'y a pas un côté de couper les acteurs du réel, quoi? Ça, c'est dangereux, mais c'est plus qu'un plateau, c'est la célébrité. Ouais. Tu as quelque chose d'assez dangereux avec la célébrité, c'est-à-dire que tu crées des monstres pour après les dénoncer ou les regarder tomber. Enfin, les dénoncer, non, parce que tu dénonces les gens quand ils font un truc de mal, mais tu crées une forme de... Par exemple, moi, je vois les enfants sur les plateaux, c'est... Enfin, je veux dire, ce n'est pas naturel. Enfin, vu qu'on veut que la personne, que ça se passe bien, que tout soit sécurisé, etc., on t'assiste énormément. Donc, parfois, on t'empêche Pas on t'empêche, mais ça infantilise beaucoup. Et en fait, du coup, des fois, ça... Mais après je te tutoie, hein, mais ouais. Après, toi, tu étais jeune sur un plateau, justement. Ouais. Tu as déjà joué très jeune, donc tu l'as vécu, ça. Ouais. Et tu as réussi à le surmonter, finalement. Non, mais parce que, oui. Ouais, mais en fait, je me dis, si d'un coup, tu es un peu isolé, que tu sais, ça dépend si toute ta famille, elle veut que tu réussisses, si, tu vois, ça peut être dangereux pour les gens d'exploser du jour au lendemain. Le lundi, t'es personne, le mardi, d'un coup, on fait attention à tes petits besoins, tu touches de l'argent d'un coup, tout le monde te regarde, attend des choses de toi. Il y a des gens, on le sait, mais dans plein de corps de métier, passer de l'ombre à la lumière, ça peut être dangereux pour beaucoup de gens si tes bases autour, elles sont pas solides, etc. Donc c'est la famille, c'est les gens qui l'entourent, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis moi, en fait, pour moi, les plateaux de cinéma, c'est pas la vie. Enfin, je veux dire, je suis trop contente à la cantine quand on me dit Adèle, tu prends quel menu? Mais en fait, c'est pas ma vie quand je rentre chez moi, c'est pas mes problématiques, c'est pas ma famille, c'est pas mon... C'est une bénédiction, surtout parce que je fais ce que j'aime. Mais oui, c'est dangereux d'un coup d'être surinfantilisé et que en fait, les gens autour de toi changent et créent quelque chose où tu as envie de dire, mais évidemment que l'enfant, il tourne comme ça 4 mois et après, il va sortir de ça, il va retourner à sa vie au collège. Ouais. C'est fragile. On mange bien sur les plateaux? Franchement, ça dépend. Il y a des excellentes cantines, mais comme partout, je pense. Ouais. Et moi, je trouve ça trop important, la cantine. La motivation des troupes. On parle un peu des scénarios. Je voudrais savoir comment ça se passe précisément. T'as le scénario, tu l'imprimes, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend. Soit tu le demandes sur ta boîte mail, soit tu l'imprimes, soit on te le donne en main propre. Soit moi, j'aime bien le lire en papier. Ouais. Et tu lis et tu vois ce que tu ressens dans le cœur. Ou des fois, c'est un casting. On t'appelle pour un casting. Des fois, tu passes un casting, mais t'as pas le scénario. Ah ouais? Ouais. Alors les castings, ça faut en parler. J'ai eu la chance d'interviewer Raphaël Quenard. Ouais, bah oui. Qui m'a raconté des castings ou des trucs de dingue, quoi, où lui c'était déguisé en pompier. C'est Titane de Julia Ducournau, où il y avait des pompiers. Palme d'Or. Ouais. Moi, avec mon pote Jong, on est parti. Il avait un collègue à lui, réserviste pompier. Donc, on avait eu des shorts de réserviste de pompier et tout. Et on avait trouvé l'adresse de la Dircast en connaissant le texte du casting en question. Et on est allé taper chez elle et dire le texte dans l'embrasure de la porte. Elle nous a fait passer le casting et mon pote Jong, il a eu un rôle dans Titane. Moi, je l'ai raté. Je me rappelle d'un,
je suis arrivé dans le bureau de casting et je disais oui, bonjour, est-ce que vous êtes sur quoi là? Vous travaillez sur quoi? Et il y en a une fois, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais te dire sur quoi on travaille? Mais tu te prends pour qui? C'est un peu cruel, non, les castings en fait? Bah, c'est l'injuste du moment présent, ouais. Enfin, t'as 5 minutes. Bah, c'est comme tout, c'est comme un entretien en vrai. Hein. Des fois, c'est comme les gens qui sont hyper prêts, qui sont beaucoup préparés et qui perdent leurs moyens. Oui, c'est injuste. Après, un bon directeur de casting, il voit le potentiel en toi, je trouve. Ouais. Il y a des castings que je suis arrivé où je me suis dit, ouais, j'ai raté, je me souvenais plus de mon texte. Et on m'a prise parce que justement, on voyait que j'étais détachée ou qu'il y avait telle faille. Ouais. Il y a des choses que tu as mal vécues en casting ou... Non, après, je pense que c'est comme tout le monde. Ce que tu vis mal en casting, c'est quand tu le rates. Hein. Quand on te dit t'es deuxième, il reste deuxième. Et puis après, non, finalement, le réalisateur, ou quand on t'invente des fausses raisons, t'as toujours envie de comprendre, de te dire, bah, dis-moi. C'est comme pour rentrer en boîte, en fait. Dis-moi, parce que si je rentre pas une fois, je rentrerai jamais. Donc t'as envie de dire, dis-moi, parce que pour prendre cette porte, faut que je m'améliore, faut que... Ouais. Et souvent, parfois, on dit un peu n'importe quoi pour pas te blesser, alors que du coup, ça devient encore plus blessant. Ouais. Et toi, sur un vrai tournage, pas un casting, un tournage, ça t'est déjà arrivé d'être mauvaise? Avec les gens? Non, en jouant. On te rend compte, après, t'as vu le film et t'as dit, mince, j'ai été mauvais là, quoi. Ouais, je pense. Mais surtout, ça m'est arrivé de me dire, et ça c'est horrible, mais en général dans la vie, c'est toujours un sentiment qui est hyper frustrant, c'est de se dire, oh, j'aurais pu mieux faire. Ouais. Et le côté, ah mince, au montage, ils ont pris la prise, alors qu'en fait, j'avais une super prise, ils ont pris une mauvaise. C'est arrivé ça? Non, j'avoue que moi, je regarde pas trop le combo sur le tournage, donc j'ai pas la notion. D'accord. Mais ça m'est arrivé de me dire, j'aurais pu faire mieux. Ou waouh, j'espère que les gens vont pas voir ça. Ah ouais? Ouais. Il faut que C'est horrible. De se dire, oh, j'espère que les gens ils vont pas voir ce que moi je vois, c'est-à-dire un passage en force, quoi. Ah ouais, d'accord. Je ne demanderai pas de nom de film parce que j'ai pas... Mais franchement, en plus, j'ai pas d'idée en tête, mais je le connais, ce sentiment. Ouais. J'ai vu... alors, je crois que c'est un peu nouveau. Tu bosses avec un coach. Coach d'acting. Non, c'est pas nouveau, mais c'est ouais. pas nouveau? Ok. Ouais. Comment en fait, ça se passe? C'est pas développé en France parce que c'est pas assumé et qu'il y en a peut-être pas assez, mais bah, ça se passe qu'en fait, tu vois un coach, t'en as plusieurs, il y a Daniel Ricourt, Daniel Marchaudon, et chacun a sa méthode, mais ça va être le psy de ton personnage, c'est-à-dire qu'il va pas t'apporter de réponse, te dire elle fait ça pour cette raison ou elle fait... C'est comme un script, il connaît par cœur la chronologie, il connaît tous les enjeux du scénario, c'est comme un script, il connaît tout le scénario, et d'un coup, il va t'amener à te poser énormément de questions sur ton personnage, pour que, lorsque tu arrives sur le tournage, tu sois complètement libéré de quelconque... Voilà, de trop être dans quelque chose de cérébral ou de chercher du sens à... Un exemple concret, dans La Mourouf, Mallory et moi, on allait voir Daniel Marchaudon et on s'est dit, voilà, est-ce qu'elle le croit innocent? Est-ce qu'elle lui a écrit en prison? Est-ce qu'elle a douté de son innocence? Est-ce qu'elle pense qu'il est capable de tuer? Et parfois, t'as pas de réponse. Mais comme dans la vie, en fait, des fois, tu sais pas. En fait, il te soumet des questions auxquelles t'as pas forcément pensé et qui te permettent de mieux comprendre le perso, quoi. Ouais, et il les alimente avec toi. D'accord, ok. Et ça, c'est un truc que tu avais pas au début. J'imagine que tu as eu un coach qui est venu... Je connaissais pas. Et après, en fait, quand j'ai connu Dani, par exemple, et que j'ai adoré travailler avec elle, bah, je l'ai repris souvent. Même à des castings, je l'appelle, ouais, s'il te plaît, tu peux m'aider, j'ai un casting, tu peux m'aider à travailler, vas-y, je viens chez toi. Il y a un autre truc que je me demande quand on est acteur, actrice, c'est la peur. Moi, j'ai un peu comme tout le monde, des fois on a fait un truc de théâtre vaguement où on te balance sur scène et tout d'un coup tu te retrouves à... ça t'arrive encore? Bah ouais, tout le temps. Avant un film, à chaque fois, je me dis waouh, ça va être le dernier là, c'est pas bon. Je vais pas être à la hauteur. Ou t'as toujours quelque chose d'effrayant avant un premier jour de tournage où tu te dis mais. Toujours? Ouais, surtout quand t'as pas eu de casting avant. C'est-à-dire que tu te dis mais qu'est-ce qui fait dire à ce réal que c'est moi son perso? Et c'est marrant parce que ce que tu dis, t'as l'impression que, enfin j'ai le sentiment en tout cas que tu fais vachement gaffe à ce que le réal pense, quoi. Ah bah forcément, parce que je lui fais beaucoup... Moi, je fais confiance aux gens avec qui je travaille. Parce que tu pourrais te dire que toi, tu as le recul nécessaire pour savoir... Ah non, pas si j'ai passé le casting, ouais. Et que j'ai été prêt en casting, qu'on m'a vu faire quelque chose. Mais quand c'est une proposition, c'est terrifiant quand même. Il n'y a pas une confiance qu'on gagne à force Non, j'ai confiance en mes choix. Ouais. Mais j'ai pas... Genre, je sais que je fais des choses que je regrette pas. Mais j'ai pas confiance en mon jeu de me dire, tu vois, là, je vais faire un film de Dupieux, j'ai une peur en moi, comme avant Mandibule, où je me dis, oh, mais ça passe ou ça casse, imagine, j'y arrive pas, en fait. Donc t'as peur de mal jouer? Ouais, j'ai peur de pas être à la hauteur du rôle qu'on me propose. D'accord, et même, effectivement, avec Quentin Dupieux, en plus, tu connais, quoi.
Donc il y a un truc de mais pas... encore pire, parce que je l'adore tellement que je me dis, imagine, je le déçois. Je suis sûr que ça va être très bien. J'espère. Mais, et alors, maintenant, tu as joué des rôles hyper différents. Donc j'imagine, quand tu reçois un scénario, tu as peut-être envie de faire un truc un peu nouveau, tout ça. Est-ce qu'on te propose encore des choses nouvelles ou est-ce que maintenant on te... Bah ouais, Planète B, par exemple, c'est un film hyper audacieux, avec une économie... avec une petite économie où d'un coup tu navigues entre le monde virtuel et la réalité. C'est un film de science-fiction déjà, il faut le dire pour les gens qui l'ont pas vu. C'est rare un film de science-fiction en France. Français, Dupieux, même s'il a son univers à lui d'absurdité, c'est quand même à chaque fois des personnages qui sont hyper absurdes. Donc, moi je trouve que c'est le plus grand luxe du cinéma, c'est d'expérimenter des territoires complètement différents à chaque fois. Et c'est vrai qu'en France, avant, on genrait beaucoup les choses. Moi, je me rappelle qu'on m'avait dit « Ah bon, mais t'as envie de faire de la comédie ?» Je me suis dit bah, « C'est le but du cinéma, c'est quand même de naviguer dans plein de cerveaux et d'originalités différentes. » Alors, on parle de cerveau, justement. Moi, c'est un mystère. À quoi pense un acteur quand il joue? Et est-ce qu'il pense? Bah, c'est mauvais. Enfin, moi, quand je suis en train de jouer et que je pense mauvais signe. À ce que je joue, que je me dis « Ah, je ne l'ai pas envoyé bien, le texte, attends, c'est quoi déjà ?» Et que ça tourne déjà, c'est qu'elle n'est pas bonne la prise, je pense. Ouais, mais du coup... En fait, il faut écouter, c'est comme dans la vie, tu vois. Ouais, mais il y a un texte, il y a des marques au sol, il y a des caméras qui... Donc du coup, est-ce qu'on pense « Ah, il faut que je sois situé là, au texte, machin », qu'est-ce qui se passe dans la tête, quoi? Bah, tu le fais une fois et après, tu l'assimiles. Mais après, c'est vrai que moi, je viens de l'école de Keshish où il n'y avait pas de marque au sol, pas de scénario et tout, et que le côté très scolaire d'un plateau où, en fait, oui, tu as des marques au sol pour que la lumière, elle puisse bien faire son travail, pour que l'ingé son, pour que... tu l'assimiles et après, en fait, il faut s'en débarrasser. Il faut se débarrasser de toute la fabrication. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que les gens ils oublient qu'il y a 14 personnes dans la pièce quand on est en train de faire la prise. C'est comme dans la vie, si tu n'écoutes pas la personne qui joue en face de toi, ce qu'elle te raconte vraiment et que tu la regardes pas, tu es forcément en train de penser, tu es sur toi et ça devient narcissique et du coup, tu peux pas être dans le moment de la scène, en fait. Mais comme dans la vie. Est-ce qu'on se dit, est-ce que je suis bien filmé? Est-ce qu'on se peut... Moi, j'avoue que, pour être ultra honnête avec toi, comme tout le monde, je pense, j'ai envie d'être jolie quand je vais à une avant-première, j'ai envie de me sentir mignonne quand je fais... Mais je sais pas que je m'en fous dans les films, c'est que vraiment, je m'en fous dans les films de mon apparence physique. Ouais. Bah, dans Planète B, ça m'a frappé. T'es pas super maquillée, quoi. Je crois que t'allais dire t'es... Non, il y a un petit... Non, mais dans Rien à foutre, je me maquille moi-même avec une trousse à Sephora qu'on a fait en 10 minutes dans l'aéroport où il m'a dit c'est la trousse de ton personnage, t'as 10 €, c'est l'économie que ton personnage a, va t'acheter pour te maquiller. Et je me maquille dans les toilettes de l'aéroport comme l'aurait fait mon personnage. Dans la vie d'Adèle, dans la vie d'Adèle, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de coiffure. Mais en fait, je trouve ça remarquable. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les actrices, j'en sais rien en vrai, ni les acteurs d'ailleurs. Mais ça veut dire quand même que tu peux lâcher prise, quoi. Tu fais une énorme confiance avec la personne qui te filme quand même, parce que ça reste à vie après, quoi. Ouais, mais en fait, c'est un personnage, c'est ça la vie. En fait, la vie, c'est ça, c'est des rides. Des fois, t'es beau, des fois, t'es moins beau. Des fois, Enfin, pour que ce soit réaliste, il faut quand même qu'il y ait des imperfections. Est-ce que tu as déjà pensé à réaliser? Non. Là, tu me dis non, si dans 10 ans je te pose la même question, tu penses que tu... Aucune idée. D'accord. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Je sais pas. Je trouve que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui réalisent. C'est un grand niveau de dévotion et d'investissement. Je sais pas si j'ai quelque chose qui me tient assez à cœur pour me sentir... le désir de réaliser, je sais pas. Planète B, un film, on fait la promo quand même là. Il faut dire aux gens, allez le voir. Donc, voilà, c'est dit, allez le voir. Est-ce que c'est un film politique, tu joues une militante écolo. Est-ce que pour toi, tu penses avoir une responsabilité en tant qu'actrice de porter des sujets politiques ou est-ce que pas spécialement? Je pense que de toute façon, dans tes choix, il y a forcément un reflet de ta conscience civique en fait. C'est au-delà de politique. Mais c'est ce que j'aime dans ce film, dans Planète B, c'est en même temps un film qui parle des invisibles, c'est-à-dire des collectifs de militants qui sont extrêmement actifs, que ce soit pour l'écologie ou face à l'inaction politique d'énormément de sujets. Enfin, voilà, c'est sur l'insurrection et je pense à beaucoup de militants aujourd'hui, je pense à Camille Etienne, je pense à Paul Watson, je pense à des vrais héros modernes, pas nous. Et en même temps, il y a tout un cadre ludique parce qu'il y a cette prison virtuelle où est plongé mon personnage après justement une action militante. Et
et où le monde n'est absolument pas au courant de cette prison virtuelle et le personnage de Suella va naviguer entre les deux mondes. Mais c'est ce que j'aimais à la lecture du scénario et dans le cerveau de Aude, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la profondeur et l'actualité des mots d'aujourd'hui, de l'insurrection d'aujourd'hui et malheureusement du chaos d'aujourd'hui. Et en même temps, le collectif et les questions que ça pose. Qu'est-ce qui reste de notre démocratie? Est-ce qu'on a raison d'avoir foi en le collectif? Ouais. Et en même temps, tout ce entre guillemets, jeu ludique qui est presque de l'ordre du divertissement, en fait, d'une vraie prison virtuelle où la seule manière d'en sortir, c'est la délation. Est-ce que je perds mon intégrité pour être libre? Ou est-ce que je reste enfermé à tout jamais? Ça se passe en 2039. Ouais. Est-ce qu'en 2039, tu sais où tu as envie d'être? C'est nul, enfin, c'est nul ce que je vais te dire. J'ai envie d'être... En vrai, dessous ça, est-ce que tu te projettes quoi? Est-ce que tu te projettes en termes Non. de carrière? Est-ce que tu te projettes Non, en termes et d'envie? j'aimerais franchement le faire plus. Ah ouais? Ouais. En fait, je me considère tellement chanceuse, pour être vraiment honnête avec toi. Je me sens tellement bénie des gens avec qui je travaille, des sujets qu'on me propose, que je me projette pas encore. En 2039, j'espère le cœur plein et le ventre plein avec des gens que j'aime. C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme.